Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, le violeur de la Sambre devant la justice française. Il s'appelle Dino Scala. Il est accusé de quelques 56 viols et agressions sexuelles. Parmi les victimes, plusieurs Belges. Retour sur une affaire criminelle d'ampleur avec Martin Collier. Les difficultés du secteur événementiel, les clients sont là, les demandes sont nombreuses, mais ce qui coince, c'est le personnel. Avis aux amateurs, il y a des emplois disponibles. L'enfant roi à qui on n'impose aucune limite, voilà qui représente un danger pour la démocratie. C'est la conclusion de chercheurs de l'UCL. L'attaque du Capitole, analysée par une commission d'enquête, elle rend ses conclusions très critiques vis-à-vis de Donald Trump. Elle diffuse aussi des vidéos inédites. Week-end festif à Mons, c'est le doudou et après 2 éditions annulées, les Montois ont bien l'intention d'en profiter. Le folklore à l'honneur avec Sophie Mergen. Bonjour à toutes et tous, merci de vous informer avec la RTBF. On l'appelle le violeur de la Sambre et son procès en assises débute aujourd'hui à Douai, en France. L'homme est poursuivi pour 56 viols et agressions sexuelles. Certains faits se sont déroulés en Belgique. Un procès important vu l'ampleur du dossier, Martin Collier. Mais oui, tout à fait. Je peux vous dire d'ailleurs qu'il y a beaucoup de médias autour de moi ici à Douai, devant la cour d'assises où va se dérouler le procès. Aux alentours de 14h, l'audience devrait débuter. Et tout le monde est d'ailleurs plus ou moins en direct à l'heure où je vous parle. Et pour cause, cette affaire elle a choqué autant en France qu'en Belgique. 56 victimes se retrouvent aujourd'hui devant la cour d'assises de Douai. 56 victimes, parmi elles des Belges, 56 victimes et 56 faits donc, qui sont reprochés à Dino Scala. C'est le violeur présumé de la Sambre. 56 faits qui vont du viol à la tentative de viol, de l'agression sexuelle à la tentative d'agression sexuelle. Et Dino Scala, eh bien, il a sévi pendant 30 ans. Alors forcément, aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur le travail des enquêteurs, sur la collaboration aussi entre les services de police belges et les services de police français. Bien sûr, beaucoup de questions qui vont se poser durant ces 3 semaines de procès. Oui, on en reparle avec vous dans un instant, mais tout d'abord revenons sur ces 30 ans de parcours criminel pour Dino Scala, avec une première plainte qui date de 1988, mais l'arrestation n'aura lieu qu'en 2018, suite à une agression à Erqueline en Belgique. Retour sur les faits avec Malika Attar. Ce visage se dévoile le 26 février 2018. Le grand public découvre alors les traits du violeur le plus recherché de France. Il s'appelle Dino Scala. Il aura fallu 30 ans pour le stopper. Et pourtant, comme nous l'expliquions à l'époque, un portrait robot particulièrement ressemblant existait depuis 1997 dans le dossier. Il n'a jamais été diffusé en France. Si on devait faire une caricature à partir d'une photo d'identité de Dino Scala, c'est parfaitement lui. Ça ressemble effectivement beaucoup. Mais ce portrait robot n'a pas été diffusé, ce portrait robot n'a pas circulé. Et aujourd'hui, bien évidemment, on peut le regretter. Et d'aucuns auront à s'en expliquer le moment venu par rapport à toutes les victimes qu'il y a pu y avoir après. Le parcours criminel de Dino Scala s'arrête le 5 février 2018. Ce jour-là, cet ouvrier originaire du nord de la France agresse une jeune fille de 17 ans aux abords de la gare d'Erqueline. Quelques semaines plus tard, nous étions retournés sur les lieux avec un bourgmestre encore sous le choc. Il l'attrape par derrière, il la menace, elle arrive à se dégager et elle court directement vers les bus qui sont stationnés sur la place de la gare et qui voit une jeune fille arriver en état de choc et qui téléphone immédiatement à la police. Cette agression sera la dernière. Comme le montrent ces images exclusives que nous nous étions procurées, les caméras de la ville enregistrent ce matin-là la plaque d'immatriculation d'une Peugeot 206 grise. Des images qui vont permettre l'interpellation de cet homme alors soupçonné de dizaines de viols. Quelques semaines plus tard, nous nous étions rendus dans son village de Pont-sur-Sambre, à 25 km de la frontière belge. Au club de foot où Dino Scala était entraîneur, tous étaient sous le choc. C'est vrai qu'il n'y avait rien à lui reprocher dans la vie de tous les jours. Il avait besoin d'un coup de main et celui qui a installé les buts tout seul avec 1 ou 2 joueurs, ces buts-là. Il y avait besoin de quelque chose, il était toujours là. C'est ça la question. Comment il a pu passer à travers pendant tant d'années comme ça? Ah oui, tout le monde le connaît. Vous allez demander à n'importe qui, il va dire c'était quelqu'un de bien.
Au fil de ses aveux, l'homme bien se révèle plutôt sous les traits d'un prédateur. Il parle et détaille son modus operandi. Ses repérages, sa zone d'action, 30 km systématiquement le long de la Sambre et des attaques, toujours par derrière. Pour lui, c'était comme un amas de personnes sans visage et du coup, le fait qu'elles n'aient pas d'identité pour lui, ça lui évitait peut-être d'avoir lui-même des remords. Cet homme s'est trop habitué à l'impunité, il le dit d'ailleurs lui-même, il le confie. Il explique que finalement, comme il ne se fait pas prendre les premières fois, il ne se rend même plus compte de ce qu'il est en train de faire, il ne voit même plus où est le danger. Dino Scala a fini par se faire prendre, en Belgique. Aujourd'hui, devant la cour d'assises de Douai, l'homme va devoir faire face à ses victimes pour la première fois. Oui, et parmi les victimes des Belges, évidemment. Alors Martin, elles attendent évidemment une condamnation afin de pouvoir peut-être enfin tourner la page. Mais oui, parmi les 56 victimes, on l'a dit, un oui belge. Certaines avaient 16 ans au moment des faits. Vous imaginez donc le traumatisme pour ces femmes qui donc font face aujourd'hui à leur violeur présumé, leur agresseur présumé, Dino Scala. Il faut savoir que Dino Scala, il a reconnu une quarantaine de faits sur les 56 qui lui sont reprochés. Alors il faudra observer durant ces 3 semaines de procès comment il compte plaider sur ces autres faits aussi. Bien sûr, les victimes, elles attendent une vérité judiciaire, mais cette vérité judiciaire, elle risque de ne pas effacer le traumatisme subi. Je vous propose d'écouter l'avocat de l'une des victimes belges. Nous avions pu le rencontrer. Elle attend la vérité et une chose qui m'a frappé, c'est qu'elle attend surtout d'être confrontée à Dino Scala par rapport à ce qu'il a fait, pour entendre de sa propre voix s'il avoue ou il n'avoue pas, comme il l'a fait dans le dossier, mais surtout entendre, entre guillemets, son bourreau par rapport aux faits. Elle sera marquée à vie et comme toutes les victimes dans ce genre de situation, ces personnes qui sont perturbées psychologiquement, qui sont troublées psychologiquement, je vais dire, par rapport à des faits comme ceux-ci, sont dans une attente qui est un verdict judiciaire. Voilà pour ce dossier que vous suivez, Martin Collier. Vous étiez donc en direct de Douai où se déroule ce procès. Le reste de l'actualité avec des festivals en musique, en théâtre, des mariages, des salons promotionnels. Après 2 ans de pandémie, c'est l'heure de la reprise et ça redémarre en force. Mais à tel point que le secteur événementiel a du mal à suivre, surtout qu'il manque de bras. Beaucoup de travailleurs ont changé d'orientation pendant le Covid. Ils ne sont pas tous revenus. Les explications de Stéphanie Lepage et Sophia Kotsoglou. Si nombreux de ses collègues ont quitté le métier, Nicolas avoue qu'il y a lui aussi pensé. Ingénieur lumière depuis 30 ans, le premier confinement l'a contraint à arrêter net de travailler. Une période pendant laquelle il a découvert le plaisir d'être présent chez lui, de s'occuper de sa famille. Je savais qu'il existait, mais j'ai redécouvert un quotidien aussi. C'est-à-dire un quotidien, ça veut dire faire la vaisselle, mettre dans la machine à laver, prendre ma fille, lui mettre son linge, faire les devoirs avec mes fils. Des moments de bonheur qui ont fait naître en lui des interrogations par rapport à tout ce qu'il sacrifie pour son métier. Ce métier de passion, de show must go on, quelque part on lâche tout pour ce fameux de show must go on. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que il y a des moments de ma vie où j'ai l'impression, avec le recul, d'avoir pu abandonner ma famille quelque part. Un tiers des techniciens auraient déserté le métier au moment du confinement. Pour des jobs plus stables, horaires de bureau, salaire fixe, ces travailleurs ne veulent plus revenir. Conséquence, alors que les activités reprennent en force, l'événementiel et la culture subissent une pénurie. Pour compléter les équipes ici à Bruxelles et en Belgique, souvent on doit aller jusqu'aux Pays-Bas, à Amsterdam, pour faire venir des travailleurs. C'est un peu absurde, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Et ça coûte plus cher? Ça coûte beaucoup plus cher. Donc effectivement, on est sur des budgets qui parfois peuvent faire 200% par rapport à des travailleurs belges, mais on n'a pas le choix. Conséquence de cette pénurie, les jeunes talents qui terminent leurs études ne sont plus prêts à accepter n'importe quoi. Aliénor a décroché son diplôme en septembre et son CDI en avril. J'ai accepté pour le confort des horaires, les tickets resto, les récupérations. Et je n'étais pas prête à faire plutôt de l'événementiel, à vraiment enchaîner les heures avec un rythme physique assez dur.
Et faute de main-d'œuvre, certains événements, concerts ou pièces de théâtre ne peuvent tout simplement pas avoir lieu. L'enfant roi a du plomb dans l'aile. Des chercheurs de l'UCL ont étudié le phénomène et leur conclusion est sans appel. L'enfant à qui on laisse tout faire sans limite aura tendance à devenir individualiste et narcissique. Il représenterait même un danger pour la démocratie. On en parle avec Valentin Boigelot, Valentin Temmermans et Isabelle Husson. L'enfant roi, une véritable tendance qui considère l'enfant au centre du monde. Ne surtout pas le contrarier, lui permettre de s'exprimer, le protéger, respecter à tout prix ses besoins. Cela fait 29 ans que Mélanie travaille dans les crèches. Cette tendance, elle l'a vu s'imposer de plus en plus. C'est terrible, vraiment fort. Ici, on a énormément d'enfants rois en fait. Et souvent, les parents, quand ils voient qu'on leur met des limites et qu'ils respectent, ici, à la crèche, ils sont souvent très étonnés de voir qu'on mange à table, on reste assis, on court pas derrière eux pour leur donner à manger. Ici, il y a vraiment un cadre. Charlotte, elle, ne travaille ici que depuis 4 mois et pour elle, c'est le même constat. Mettre un cadre, mettre des limites, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose pour moi qui rassure les enfants. Et je pense qu'on ne le retrouve pas assez dans certaines familles. Et que c'est dommage. Et je trouve qu'on le ressent parfois très fort. Ici à la crèche, par exemple, on voit des enfants en insécurité ou ce genre de choses. Et alors on peut parfois faire des liens par rapport à ce qui se passe à la maison. Alors comment faut-il se comporter? Une équipe de chercheurs à l'UCL a étudié le phénomène. Pour eux, le culte de l'enfant, la bienveillance à l'excès, a des effets néfastes. Effectivement, lorsque les parents se rapprochent toujours plus de leurs enfants, qu'ils les écoutent, qu'ils les protègent, qu'ils essayent de respecter leurs besoins, on constate que l'enfant risque de présenter tous des problèmes au niveau de sa santé mentale, donc symptômes dépressifs, symptômes anxieux. Par ailleurs, il va se montrer beaucoup plus narcissique et individualiste. Une multitude d'individus qui se considèrent tous comme étant le centre du monde. Le danger est réel pour nos démocraties. Pour les chercheurs, il faut trouver le juste équilibre. On a l'impression qu'avec le culte de l'enfant, le balancier a trop été vers du côté de la bienveillance, en oubliant la nécessité de ce cadre ferme. Donc il faut combiner cadre ferme et juste et bienveillance. Entre fermeté et bienveillance, un équilibre à trouver, un enjeu pour la société. 13h12, on va poursuivre avec cette condamnation à mort de 2 Britanniques et d'un Marocain venus combattre en Ukraine. Une décision prise par la justice des séparatistes pro-russes du Donetsk. Une vue apprenable sur les toits de la capitale. Notre séquence Vivre ici nous amène au sommet d'une église à l'altitude 100. C'est le point le plus haut de la capitale. Mais avant cela, le Congrès américain se souvient du 6 janvier 2021, le jour où des partisans de Donald Trump ont envahi avec force le Capitole. 5 morts au total. Une commission d'enquête a travaillé pendant 10 mois. Elle rend ses conclusions, parle de tentative de coup d'État et pointe Donald Trump. L'audience de cette nuit retransmise en direct a permis d'entendre des témoins et de voir des images inédites. Le point avec Valérie Lafleur et Éric Destiné. Ce sont des images inédites, jamais diffusées auparavant. Elles viennent d'être rendues publiques par la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l'assaut du Capitole. On y voit la bataille des policiers contre des hordes de partisans de Donald Trump en colère. On y voit la fuite des parlementaires. On perçoit la panique à l'intérieur de ce temple de la démocratie américaine. La commission n'a pas mâché ses mots. Le 6 janvier 2021 était purement et simplement une tentative de coup d'État. January 6th was the culmination of an attempted coup. A brazen attempt, as one writer put it shortly after January 6th, to overthrow the government. The violence was no accident. It represented Trump's last stand, most desperate chance to halt the transfer of power. Depuis près d'un an, 9 élus américains, 7 démocrates et 2 républicains, enquêtent sur le rôle de Donald Trump avant, pendant et après ces événements. Ils ont entendu plus de 1000 témoins. I saw friends with blood all over their faces. I was slipping in people's blood. I was catching people as they fell. It was carnage, it was chaos. Le rôle de Donald Trump est clairement pointé du doigt, y compris par certains républicains.
Those who invaded our capital and battled law enforcement for hours were motivated by what President Trump had told them, that the election was stolen and that he was the rightful president. President Trump summoned the mob, assembled the mob, and lit the flame of this attack. Mais d'autres élus républicains, un grand nombre, rejettent publiquement les travaux de cette commission. Donald Trump, lui, qualifie cette enquête de chasse aux sorcières. Un printemps sec dans plusieurs pays européens, voilà qui annonce un été risqué pour les pompiers. En Espagne, ils sont d'ailleurs déjà sur le pont. Un violent incendie s'est déclaré dans la région de Malaga. 2000 personnes ont dû être évacuées. Le sud de l'Espagne où les températures atteignent déjà des pics à 40 degrés. 500 pompiers sont pour le moment mobilisés. Dernier entraînement sur le sol belge pour les Diables Rouges. C'était ce matin à Tubize avec un invité surprise puisque Zeno de Bast, le joueur d'Anderlecht, était présent. Alors cet après-midi, les Diables s'envolent vers Cardiff pour leur 3e match en Ligue des Nations. Ils vont affronter le Pays de Galles, équipe qui les a souvent mis en difficulté. Et les grands absents pour ce voyage, c'est Thibaut Courtois, Jason Deneyer et Romelu Lukaku. Et ce JT de la RTBF se termine ici. Merci de votre attention. Place tout de suite à la météo avec Daniela Prepelio, à l'émission Affaires conclues. Passez un excellent week-end et à très bientôt.